Toujours dans cette section 3.2, parlons maintenant des suites adjacentes. En voici la définition. Si nous avons deux suites U et V, nous disons qu'elles sont adjacentes si l'une des deux est croissante et l'autre est décroissante, et si leur différence tend vers 0. Donc très souvent, nous représentons graphiquement la situation de deux suites adjacentes de la manière suivante. Voici le graphe d'une suite UN décroissante et le graphe d'une suite V croissante, tel que la différence entre U et V tend vers 0. Graphiquement, qu'est-ce que l'on peut observer? Eh bien, évidemment, il paraît assez évident sur le dessin, en tout cas, que les deux sites U et V vont converger vers une limite commune, qui va se trouver coincée entre les termes de U et les termes de V. Et c'est exactement cela que nous allons démontrer, et en tout cas commencer par énoncer, dans le théorème suivant. Si U et V sont deux suites adjacentes, alors elles convergent vers une même limite, petit l, qui est donc un réel, une limite finie. Il faut bien faire attention dans ce théorème à ce qui fait partie des hypothèses et ce qui fait partie du résultat. Donc en particulier le fait que les suites convergent vers une même limite, cela fait partie du résultat, c'est la conclusion, cela ne doit pas faire partie de l'hypothèse. Dans les hypothèses, nous avons ce qui est dans la définition de suite adjacente, à savoir une est croissante, l'autre décroissante, et la différence tend vers 0, et c'est tout, il n'est pas question de limite dans la définition de suite adjacente. Dans la démonstration, au passage, nous allons montrer le résultat complémentaire suivant, qui n'est pas le point le plus important de ce théorème, le plus important est écrit au-dessus, mais de plus, dans le cas où U est croissante et V est décroissante, nous allons montrer que pour tout P et Q dans N, tous les termes de la suite U, donc tous les UP, sont inférieurs ou égaux à la limite commune petit l, qui elle-même est plus petite que tous les termes de la suite petit v. Passons donc à la démonstration, toujours dans le cas où U est croissante et V est décroissante. Évidemment, si c'est l'inverse, il n'y a qu'à adapter la démonstration. Donc comme U est croissante, il suffit de montrer que U est majorée pour savoir qu'elle converge. Donc nous allons montrer que U est majorée par, alors pas petit l puisque nous ne savons pas encore qu'elle existe, mais si nous lisons le théorème, nous voyons que normalement V0 devrait être un majorant de la suite UN. Donc nous allons montrer cela. Montrons que pour tout n dans grand N, UN est inférieur ou égal à V0. Alors nous allons le faire par l'absurde. S'il existe un rang N0 dans N, tel que UN0 est strictement plus grand que V0, nous pouvons faire le raisonnement suivant. La suite UN est croissante, donc cela signifie que pour tout rang N supérieur ou égal à N0, UN est supérieur ou égal à UN0, qui est strictement plus grand que V0. Mais de plus, la suite Vn, quant à elle, elle est décroissante. Donc ici, V0 est nécessairement supérieur ou égal à Vn. Donc si l'on effectue une soustraction ici, nous voyons que pour tout n, UN moins Vn est strictement supérieur à UN0 moins V0. On obtient cette inégalité en manipulant ici les différentes inégalités de l'encadrement, mais on peut aussi s'en convaincre graphiquement. Si nous avons ici les quatre réels Vn, V0, UN0 et UN, eh bien il est clair que la distance entre UN et Vn est strictement supérieure à la distance entre UN0 et V0, puisqu'ici, entre UN0 et V0, nous avons un écart qui n'est pas nul. De plus, nous savons aussi que UN0 moins V0 est strictement positif. Donc, nous avons obtenu cet encadrement. Si nous passons à la limite dans cet encadrement, nous obtenons le résultat suivant. Par passage à la limite, UN moins Vn est une suite, nous savons qu'elle tend vers 0. UN0 moins V0, elle, est une constante. Alors attention, je vous rappelle que dans un passage à la limite, les inégalités strictes deviennent larges, donc cette inégalité stricte devient une inégalité large. Bon, par contre, dans la dernière inégalité ici, des deux côtés nous avons des constantes, il n'y a pas de passage à la limite, donc ici l'inégalité reste stricte. Globalement, tout ceci est absurde. Donc nous avons bien pu montrer, comme nous l'avions annoncé, que pour tout n, UN est plus petit que V0, donc en particulier la suite UN est croissante et majorée, donc elle admet, elle converge vers une limite petit l réelle et finie.
Alors elle est toujours finie, mais c'est vrai que je préfère insister. Pour terminer, nous savons que la suite V tout simplement est égale à la suite V-U plus la suite U. Or, la suite V-U tend vers 0, c'est l'hypothèse de suite adjacente, et nous venons de montrer que la suite U tend vers petit l. Donc la suite V tend bien vers L. Nous avons donc bien montré que U et V convergent vers une même limite. Et donc de plus, nous avons montré que la suite U est croissante et tend vers petit l. Donc comme nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, nécessairement tous les termes de la suite U sont inférieurs ou égaux à la limite. Et V est décroissante, et elle tend vers petit l, donc ces termes sont nécessairement supérieurs ou égaux à la limite. Donc là, j'ai obtenu ce résultat grâce au théorème de la limite monotone, mais nous aurions aussi pu l'obtenir, comme cela est fait dans le PDF, je crois, à partir de cette inégalité. Regardons un premier exemple de suite adjacente. Nous allons considérer la suite U de terme général somme pour k allant de 0 à n des 1 sur factoriel k, et la suite Vn de terme général Un plus 1 sur n fois factoriel n. Donc, pour montrer qu'elles sont adjacentes, nous allons déjà montrer ce qui ici peut paraître évident, qui est que la différence entre les deux suites tend vers 0. Donc il est clair que pour tout n, Un moins Vn, c'est moins 1 sur n fois factoriel n, et bien sûr, ceci tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Ensuite, l'une des suites doit être croissante et l'autre décroissante. Comme Un est une somme de termes positifs, là aussi, il est à peu près évident que la suite Un est croissante. Si je regarde Un plus 1 moins Un, il me reste tout simplement 1 sur factoriel n plus 1 qui est strictement positive. Donc la suite U est strictement croissante. Donc logiquement, si nous avons bien affaire à deux suites adjacentes, eh bien c'est Vn qui doit être la suite décroissante. Donc pour le montrer, nous allons bien évidemment étudier la différence Vn plus 1 moins Vn. Donc ceci est égal à Un plus 1 sur n plus 1 fois factoriel n plus 1, moins Un, moins 1 sur n fois factoriel n. Un plus 1 moins Un, nous l'avons déjà calculé, c'est 1 sur factoriel n plus 1, et il nous reste donc ces deux termes-là. Nous allons mettre tout cela au même dénominateur. Ici, le dénominateur commun, cela va être factoriel n plus 1 fois n. Et fois n plus 1 aussi d'ailleurs. N fois n plus 1 fois factoriel n plus 1. Donc ici nous avons n fois n plus 1, plus petit n, et enfin ici, moins n plus 1 au carré. Si nous développons le numérateur, alors le dénominateur bien sûr ne va pas changer, ce numérateur, si nous le développons, nous trouvons exactement n carré plus n, plus encore n, moins n carré, moins 2n, moins 1, ce qui est égal à moins 1 sur le dénominateur. Et donc en particulier, c'est une quantité strictement négative. Donc la suite Vn est strictement décroissante. Conclusion. U et V sont adjacentes. Elles convergent vers une limite commune. Mais cette limite commune, le théorème des suites adjacentes ne nous la donne pas. Par contre, il est un fait que nous reverrons cette année. La somme pour k allant de 0 à n des 1 sur factoriel k, quand n tend vers plus infini, eh bien sa limite c'est E. Alors cela, c'est pour l'instant plus une remarque culturelle qu'autre chose, mais c'est un résultat que nous démontrerons plus tard dans l'année, et qui est vraiment très classique. Nous étudions un second exemple, nommé algorithme des Babyloniens, car les deux suites que nous allons construire tout de suite nous permettent de calculer une valeur approchée de racine de 2, et cet algorithme était déjà connu sous l'Antiquité des Babyloniens. Nous allons construire deux suites de la manière suivante. Nous commençons par poser V0 égale à 2, et ensuite pour tout petit n dans grand N, nous posons Un égale 2 sur Vn, et Vn plus 1 égale la moyenne arithmétique de Un et Vn, c'est-à-dire Un plus Vn sur 2. Alors je ne détaille pas la démonstration suivante,
mais je vous laisse montrer par récurrence que pour tout n dans grand N, l'hypothèse suivante, UN et Vn existent, et elles sont toutes les deux strictement positives. Donc c'est une démonstration sans difficulté, je vous la laisse en exercice. Maintenant, nous allons montrer que les deux suites UN et Vn sont adjacentes. Alors, ça va être un exemple qui va illustrer la notion de suite adjacente, mais ça ne va pas du tout être un exemple du théorème des suites adjacentes, car vous allez voir que nous allons d'abord montrer que UN et Vn convergent, et ensuite que leur différence tend vers 0, que l'une est croissante et décroissante, mais nous n'allons pouvoir montrer qu'elles sont adjacentes que lorsque nous aurons réussi à montrer que les deux suites convergent vers la même limite. Donc ça n'est pas du tout une illustration du théorème des suites adjacentes, il faut bien en être conscient. Tout commence avec le résultat suivant qui est très classique, que nous avons déjà vu en classe, je vous le rappelle, quel que soit 2 réels petit a et petit b, eh bien a moins b au carré étant un carré, il est toujours positif, et donc si nous développons tout, nous obtenons a carré plus b carré, supérieur ou égal à 2ab. Donc cette inégalité est une inégalité que nous allons être appelés à utiliser très souvent, et je vous conseille de la connaître par cœur et de savoir la retrouver, elle est vraiment très très utile. Donc ici, en particulier, si nous appliquons cela à petit a égale racine de un et petit b égale racine de vn, qui existe bien puisque un et vn sont positives, nous obtenons que pour tout n dans grand N, un plus vn est supérieur ou égal à 2 racines de un-vn. Ou encore, si vous préférez, un plus vn sur 2 est supérieur ou égal à racine de un-vn, mais racine de un-vn, eh bien c'est 2. C'est racine de 2, pardon. Et donc, pour tout n dans grand N, Vn plus 1 est inférieur ou égal à racine de 2, et supérieur ou égal, à racine de 2. Mais nous avons aussi un plus 1 qui est égal à 2 sur Vn plus 1, et qui est donc inférieur ou égal à 2 sur racine de 2, c'est-à-dire que un plus 1 est inférieur ou égal à racine de 2. Si l'on récapitule, nous avons donc pour tout n dans grand N, alors dans grand N étoile, puisqu'ici ce sera à partir du rang 1, un est inférieur ou égal à racine de 2, qui est lui-même inférieur ou égal à Vn. Donc en vue de montrer que un et Vn sont adjacentes, en tout cas si l'on a cet objectif en vue, nous voyons que la limite commune ce sera forcément racine de 2, si l'une des deux suites est croissante ce sera forcément un, et la suite décroissante ce sera Vn. Pour la décroissance de Vn, nous allons bien évidemment calculer Vn plus 1 moins Vn. Avec la définition de Vn plus 1, eh bien nous voyons que cela est égal à un moins Vn sur 2, et d'après l'encadrement qui est juste au-dessus, cette quantité est négative, donc la suite V est décroissante. D'autre part, nous savons que pour tout n dans grand N, un est égal à 2 sur Vn, donc par composition avec la fonction inverse qui est une fonction décroissante, eh bien nous pouvons montrer que puisque V est décroissante, par passage à l'inverse, U est croissante. Vous pouvez aussi calculer un plus 1 moins un, et vous allez très vite vous rendre compte en mettant tout cela au même dénominateur que la suite U est croissante. Un plus 1 moins un est positif. Alors normalement, pour finir et montrer que les deux suites U et V sont adjacentes, il faudrait montrer que la différence un moins Vn tend vers 0. Avec les choses que nous avons montrées jusqu'à maintenant, nous n'allons pas vraiment réussir à le faire de manière directe. Si vous calculez un moins Vn ou un plus 1 moins Vn plus 1, vous n'arrivez pas à arriver à grand chose à part un moins Vn négatif. Donc, nous n'allons pas utiliser le théorème des suites adjacentes, comme je le disais tout à l'heure. Nous allons maintenant utiliser quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué. U est croissante et elle est majorée par racine de 2. Et bien donc, U est une suite convergente. Elle converge vers une limite que nous ne connaissons pas encore et que nous allons appeler petit l. Mais de même, V est décroissante et elle est minorée par racine de 2. Donc elle aussi, elle converge vers une limite que nous allons appeler L'. Bon, nous savons que L va forcément être inférieur ou égal à racine de 2, et L' va être supérieur ou égal à racine de 2.
Alors nous allons calculer les valeurs de L et de L'. Nous savons que pour tout n dans grand N, UN fois Vn est égal à 2. Donc par passage à la limite, nous obtenons que L fois L' est égal à 2, et ça c'est la première relation que nous avons entre L et L'. Mais nous avons aussi UN plus Vn sur 2 qui est égal à Vn plus 1. Donc en passant à la limite, nous obtenons L' est égal à L plus L' sur 2, c'est-à-dire en repassant L' d'un côté et L de l'autre, nous avons L' sur 2 égale L sur 2, donc L' égale L. C'est la deuxième relation que nous avons entre ces deux limites. Alors il se trouve que la relation numéro 2 peut nous suffire, puisque comme nous savons déjà que L est inférieur ou égal à racine de 2, et que L' est supérieur ou égal à racine de 2, et bien nécessairement, avec la relation numéro 2, nous avons L égale L' égale racine de 2. Mais nous aurions aussi pu utiliser la relation numéro 1, L est égal à L', donc L au carré est égal à 2, et L est nécessairement positive, donc L est égal à racine de 2. Alors c'est seulement maintenant que nous pouvons conclure, même si maintenant, finalement, nous avons le résultat le plus intéressant, UN tend vers racine de 2, Vn aussi. Donc ça ne nous intéresse plus vraiment de savoir que UN et Vn sont adjacentes, puisque nous savons déjà qu'elles ont une limite commune. Cela dit, pour terminer et bien montrer que nous avons un exemple de suite adjacente, eh bien UN moins Vn, évidemment, tend vers 0. Donc ce sont bien des suites adjacentes. Alors comme ces deux suites tendent vers racine de 2, si nous calculons des termes successifs de ces deux suites, nous allons avoir une approximation de racine de 2. Donc nous savons que V0 est égal à 2, donc U0 est égal à 1. Nous pouvons ensuite calculer V1 qui est la moyenne arithmétique donc de U0 et V0, c'est-à-dire ici 3 demi. Et donc U1 est égal à 4 tiers, pardon. Puis V2 est égal à la moyenne de ces deux termes-là, donc nous avons 9 plus 8, 17 sur 12. Et donc, U2 est égal à 24 sur 17, et nous pouvons continuer ainsi de suite. Ce sont des calculs qui vont ne faire apparaître que des entiers. Donc ici, U2 et V2 vont toujours être des rationnels, UN et Vn sont toujours des rationnels, ils sont relativement rapides à calculer. Quand vous êtes allé suffisamment loin, eh bien vous pouvez poser une division. Alors je vais terminer avec V3, et puis je donnerai une valeur approchée de V3. Donc V3, c'est 17 au carré, plus 12 fois 24, le tout sur 12 fois 2 fois 17, c'est-à-dire 577 sur 408. Donc cette division, nous pouvons la poser, je ne détaille pas ici, mais je vous laisse le faire, et nous obtenons 1,414215 et encore d'autres décimales. Il se trouve ici que les 5 premières décimales sont exactes, ce sont les mêmes décimales que racine de 2, donc vous voyez qu'avec un calcul plutôt rapide, en ne manipulant que des entiers, nous avons obtenu une valeur approchée de racine de 2 à 10-5 près, et c'est cela l'algorithme des Babyloniens. Alors vous remarquerez qu'il peut s'adapter pour approcher toutes les racines d'entiers. On peut avec cet algorithme obtenir une valeur rapprochée de racine de 3, racine de 5, etc. Il faut juste changer une petite chose dans la définition des sites UN et Vn. Je vous laisse y réfléchir et voir si vous trouvez la petite modification à apporter. Nous allons terminer cette partie en parlant du théorème des segments emboîtés et de son application directe qui est la méthode de dichotomie, sachant que ces deux résultats sont eux-mêmes des résultats qui découlent du théorème des suites adjacentes. Donc commençons par une définition. Lorsque nous avons grand I un intervalle réel, on appelle diamètre de grand I, que l'on note petit delta de grand I. Il y a deux possibilités. Soit l'intervalle grand I est borné, auquel cas son diamètre ce sera sa borne sup moins sa borne inf, ou si vous préférez sa borne de droite moins sa borne de gauche, et ce sera plus l'infini si l'intervalle n'est pas borné. D'une certaine manière, son diamètre c'est sa longueur, d'accord ? Munis de cette définition, nous pouvons donner le théorème des segments emboîtés. Donc nous considérons une suite de segments décroissante. Alors ici, décroissante, c'est pour la relation d'ordre que nous savons mettre sur un ensemble de segments, c'est-à-dire sur la relation d'inclusion.
Dire que cette suite est décroissante, c'est dire que pour tout n, le segment in plus 1 est inclus dans le segment in. Si de plus la suite des diamètres de ces segments tend vers 0, alors lorsque nous prenons l'intersection de tous ces segments, eh bien elle est réduite à un seul point. Cela signifie qu'il existe un seul réel qui se trouve dans tous ces in. Ce réel, notons-le petit l. Alors si nous prenons une suite un réelle, telle que pour tout n un appartient à l'intervalle grand in, eh bien nous allons montrer que la suite un converge vers ce réel petit l. Alors graphiquement, nous avons la situation suivante. Si nous avons l'intervalle I0 ici, eh bien il contient l'intervalle I1. Donc alors je ne vais pas l'écrire en repassant exactement sur le trait noir, sinon on n'y verra plus rien, je le décale un peu vers le haut. L'intervalle I1 est compris dans l'intervalle I0, donc il est un peu plus petit. Et puis ensuite l'intervalle I2 se trouve lui aussi dans l'intervalle I0. Donc là, en rouge, j'ai I2. Et ainsi de suite. Donc, I3 va se trouver à l'intérieur du segment I2, puis I4 va se trouver dans le segment I3, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que si la taille des segments, le diamètre des segments tend vers 0, eh bien, nécessairement, il va y avoir, en passant à la limite, nécessairement intuitivement, il va y avoir un seul élément qui se trouve dans tous ces segments. Et si vous prenez maintenant un réel U0 qui est dans le segment noir, puis U1 un réel qui est dans le vert, U2 un réel qui est dans le rouge, etc., il n'est pas très compliqué de se convaincre que cette suite va bien tendre vers l'unique point qui se trouve dans tous ces segments. Donc nous allons montrer cela rigoureusement. Alors démontrons ce théorème. La démonstration, vous allez voir, est beaucoup plus simple que ce à quoi on peut s'attendre. L'énoncé peut paraître un peu impressionnant, on parle de suite de segments décroissantes avec un diamètre, une intersection infinie, un singleton. Ça fait un peu peur, en fait c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Déjà, nous allons donner des noms aux bornes de gauche et de droite de IN. Donc nous allons noter AN, la borne de gauche du segment IN, c'est-à-dire son inf, mais c'est aussi son minimum, puisque un segment possède ces deux bornes, et elles sont finies. Et nous allons noter de la même manière BN, le sub de IN, qui est donc aussi son maximum. Donc ça signifie que IN, c'est le segment AN-BN. Maintenant, nous savons que, pour tout n, IN plus 1 est inclus dans IN. Cela, en termes de bornes, s'écrit de la manière suivante. La borne de gauche de IN est plus petite que la borne de droite que la borne de gauche de IN plus 1, qui elle-même est plus petite que sa borne de droite, qui elle-même est plus petite que la borne de droite de IN. Donc la suite AN est croissante, et la suite BN, elle est décroissante. Or, nous savons que le diamètre de IN, c'est sa borne de droite moins sa borne de gauche, puisqu'ici nous avons affaire à un intervalle borné, et par hypothèse, ce diamètre tend vers 0. Donc, avec les 3 points que nous avons là, AN est croissante, BN est croissante, et leur différence tend vers 0, eh bien nous pouvons affirmer que les suites AN et BN sont adjacentes. Elles sont donc adjacentes, et donc elles convergent vers une limite commune que nous allons noter petit l. Alors, maintenant nous voulons montrer que l'intersection de tous les IN est égale au singleton petit l. Donc nous avons déjà un premier point. Nous savons que comme les suites sont adjacentes, et qu'elles tendent toutes les deux vers petit l, nous l'avons montré dans le théorème sur le suite adjacente, AN est croissante et tend vers petit l, donc ces termes sont plus petits que petit l, et BN est décroissante et converge vers petit l, donc BN est plus grand que petit l. Cela signifie que petit l appartient à IN, et nous avons cela pour tout n dans grand N. Donc par définition d'une intersection quelconque, cela signifie bien que petit l est dans l'intersection de tous les IN. En termes de singleton, cela signifie que le singleton petit l est inclus dans l'intersection de tous les IN. Donc nous avons déjà une inclusion entre ces deux ensembles. Montrons la seconde inclusion.
Prenons un réel x qui se trouve dans l'intersection de tous les n quand petit n parcourt grand N. Cela signifie que pour tout petit n dans grand N, x appartient à n. Et donc, pour tout petit n dans grand N, an est inférieur ou égal à petit x qui est inférieur ou égal à bn. Donc si tout simplement nous passons à la limite, eh bien nous obtenons que petit an tend vers L, qui va donc forcément être inférieur ou égal à x, et petit bn tend aussi vers L, qui est donc plus grand que x. Donc x est égal à L, et cela prouve donc bien que l'intersection de tous les n est incluse dans le singleton petit l, donc nous avons finalement l'égalité. Voilà, donc nous avons bien montré que si nous avons une suite décroissante de segments, donc une suite de segments emboîtés, leur intersection est un singleton. Maintenant, nous avons le dernier point à démontrer, soit un une suite réelle, telle que pour tout n, l'élément un appartient à in. Eh bien, cela signifie, un peu comme en haut, que un se trouve entre an et bn. Donc il suffit de conclure par encadrement, par le théorème des gendarmes, un admet bien une limite, et cette limite, c'est bien la limite commune à petit a, n et petit bn, c'est-à-dire petit l. Donc l'application principale de ce théorème des segments emboîtés, c'est la méthode de dichotomie. Donc ici je vais énoncer le principe général, mais je ne vais pas donner d'exemples, nous donnerons des exemples en classe, et de toute façon, nous allons en revoir une application très vite dans ce chapitre, ainsi qu'en informatique, puisque vous devrez savoir programmer en Python la méthode de dichotomie, en particulier pour donner une approximation d'un point d'annulation d'une fonction continue, qui change de signe. Cela, vous le verrez au second semestre. Donc le principe général de cette méthode, c'est que nous allons construire une suite de segments de la manière suivante. Nous partons de I0, et pour construire I1, nous gardons la moitié de gauche ou la moitié de droite de l'intervalle I0. Et pour construire I2, nous réitérons le procédé. Donc c'est une suite de segments telle que pour tout n, in plus 1, et la moitié de gauche ou de droite du segment in. Donc graphiquement, eh bien, si vous avez le segment in, comment est-ce que l'on construit le segment in plus 1? Eh bien, nous allons couper le segment in en deux morceaux égaux, à peu près par là. Alors le segment I1, ce sera soit la moitié de le segment in plus 1, pardon, ce sera soit la moitié de gauche, soit la moitié de droite. On n'en garde qu'une des deux. Donc imaginons que je garde ici la moitié de gauche sur cet exemple. Donc j'ai ici in plus 1. Eh bien, pour construire in plus 2, je vais là aussi couper in plus 1 en deux, et je vais garder l'une des deux parties. Donc, par exemple, cette partie-là. Donc ici, je vais avoir in plus 2, et ainsi de suite. Donc ce que l'on voit déjà de manière très nette, c'est que pour tout n, in plus 1 est nécessairement inclus dans in, donc c'est bien une suite de segments décroissantes. Et de plus, le diamètre de in plus 1, comme in plus 1 est une des deux moitiés de in, eh bien le diamètre de in plus 1, c'est 1/2 du diamètre de in. Donc la suite des diamètres des in est une suite géométrique, de raison 1/2. Donc pour tout n, le diamètre de in, c'est le diamètre de I0 divisé par 2 puissance n. Le diamètre de I0 est une constante, 2 puissance n tend vers plus infini, donc cette suite tend vers 0, ce qui nous permet de dire que in est une suite de segments emboîtés, dont le diamètre tend vers 0, et d'après le théorème précédent sur les segments emboîtés, les bornes des segments in forment deux suites adjacentes. Les bornes des in forment deux suites adjacentes. Donc dans les constructions et les démonstrations par dichotomie, l'idée est de construire cette suite de segments, et nous savons que nous allons avoir un certain point qui vérifie une certaine propriété, qui va se trouver dans tous ces segments. Il va donc être limite commune des bornes de gauche et de droite des segments in, et donc si l'on calcule pour un certain rang petit n la borne de gauche ou la borne de droite du segment in, eh bien nous obtenons une valeur approchée
de ce singleton, enfin de l'élément qui est dans tous les yens, et c'est cela la méthode de dichotomie. À nouveau, nous en verrons des exemples plus tard dans le cours.